euh, pose un souci. Et ça sera diffusé sûrement sur le site du REB et peut-être de Patrinat, enfin à voir. Donc, pour vous faire une petite introduction, moi, c'est Juliette Crespon, je suis animatrice de réseau au sein du REB, donc du réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne. Je sais que certaines autour de la table connaissent le REB, peut-être d'autres non. Donc, pour vous réexpliquer rapidement, le REB, c'est donc le réseau des éducateurs et éducatrices à l'environnement sur le territoire breton. Donc, notre but, c'est de développer l'éducation à l'environnement en Bretagne en accompagnant, en outillant, en mettant en lien les personnes et les structures qui font de l'éducation à l'environnement sur le territoire. Donc c'est pour ça que qu'on est là aujourd'hui, c'est que dans l'outillage des éducateurs à l'environnement, on s'est dit que l'application INPN Espèce était complètement pertinente et adaptée, que c'est une application que vous pourrez utiliser lors de vos animations nature, dans les aires éducatives aussi, si vous êtes enseignant ou référent ou structure intervenante en aire éducative. C'est une application que vous pourrez utiliser, mais Victor développera là-dessus après. Et puis, c'était d'autant plus pertinent que nous, on a créé une application un peu similaire qui s'appelle Bernie Can Click, qui est aussi une application de reconnaissance, d'identification des espèces, mais plutôt sur le littoral. Yael va vous mettre le lien, voilà, super, le lien de Bernie Can Click dans le chat. Voilà, c'est une application pareil que vous pouvez télécharger, que vous pouvez utiliser avec vos groupes en animation avec vos enfants. Je sais qu'il y en a plusieurs ici, dont Nathalie Esprit Nature, qui utilisent cette application. Il va y avoir un reportage prochainement à la télé sur Bernie Can Click où vous verrez justement Nathalie. Donc voilà, donc ça avait du sens de présenter cette application. Ce qu'on vous propose, c'est à peu près 1 heure de temps où Victor Robin-Havray, qui est présent, va vous présenter cette application, comment vous pouvez l'utiliser, notamment dans le cadre scolaire. Et puis, on se laissera une demi-heure après, à peu près de 11 heures à 11h30, si vous avez des questions sur ce projet, sur cette application ou sur le REB. Voilà, nous, on sera présent, présente. Donc, j'espère que ça vous convient et je laisse la main à Victor. Normalement, voilà, c'est OK pour partager ton écran. Ouais, tout est bon. Alors attendez, je vais essayer de partager. Tac. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je le vois, donc je pense que c'est bon. Ok. Bah oui, merci pour cette introduction, Juliette. Donc effectivement, je suis ravi de venir présenter aussi ce qu'on fait et puis l'application INPN Espèce au sein du REV. Donc pour resituer, donc moi c'est Victor Robin-Havray et je travaille à Patrinat, qui est une unité commune entre l'OFB, le Muséum, le CNRS et l'IRD. Et je travaille principalement sur les sciences participatives et je coordonne notamment le volet plutôt scolaire du programme INPN Espèce. Donc effectivement, on va essayer de tenir en 1 heure la première présentation et puis n'hésitez pas à noter en tout cas des questions pour la fin, j'y répondrai avec plaisir. Donc pour reprendre un peu, l'introduction, la définition de la biodiversité, donc c'est la biodiversité, elle est définie comme la diversité au sein des espèces, donc plutôt génétique, entre les espèces spécifiques et puis aussi entre les écosystèmes, donc ce qu'on appelle la diversité écosystémique, et tout ça dans l'espace et dans le temps, et ça inclut l'ensemble des interactions justement entre ces trois niveaux d'organisation-là. Donc assez souvent, quand on parle de biodiversité, on va parler d'espèces, qui est une sorte un peu d'unité pour essayer d'évaluer la quantité de biodiversité qu'on peut avoir. Donc j'ai remis la définition d'espèces là en haut à gauche de la diapositive. Et donc là, si vous voyez à droite la figure, on voit assez facilement que bon, il y a 2 millions à peu près d'espèces connues dans le monde, dont à peu près 200 000 en France, et on voit qu'il y a quand même une grosse part assez inconnue de biodiversité, donc d'espèces. Donc dans les estimations, il y a à peu près 8 à 12 millions d'espèces sur Terre, et donc voilà, quand on en connaît 200, il y a quand même une assez grosse part d'inconnus. Et donc, je disais, il y a à peu près 200 000 espèces qui ont été inventoriées en France, donc à la fois en Hexagone, en Corse et en Outre-mer. Et ça représente à peu près 10% des espèces qui sont décrites dans le monde. Alors, si on zoome un peu plus sur ces 200 000 espèces, donc on voit là, les différents chiffres. Il y a à peu près 100 000 espèces pour l'Hexagone et puis à peu près le même nombre pour l'Outre-mer. Donc ça, c'est lié aussi à des biais de prospection. Il y a beaucoup plus de prospection, notamment dans l'Hexagone. Et puis si on regarde aussi
par détail en fonction des groupes, eh ben, on voit qu'il y a certains groupes qui contiennent un peu plus d'espèces. Donc là, c'est représenté par les plus grosses bulles. Donc on voit qu'il y a notamment beaucoup d'espèces de plantes à fleurs, de coléoptères, de papillons. Et on voit qu'il y a des groupes qui sont, pour lesquels on a moins d'espèces, donc notamment les mammifères, les reptiles, les oiseaux. Donc ça peut être lié à plusieurs choses. Cette figure-là, c'est à la fois lié à une réalité biologique. Et donc on a moins d'espèces de mammifères, moins d'espèces d'oiseaux. Et c'est aussi lié. Donc là, par exemple, on voit que les araignées, on est à peu près à, à 3000 espèces donc en France. C'est aussi lié à parfois des lacunes un peu de prospection sur certains groupes et qui peuvent être un peu moins connus. Donc voilà, dans un rapport de l'IPBES de 2019, dans ce rapport, on identifie les 5 causes majeures du déclin de la biodiversité. Donc en premier, l'artificialisation des sols, donc notamment via l'urbanisation par exemple, la surexploitation des ressources en deuxième, le changement climatique, ensuite les pollutions, donc qu'elles soient de tout type, visuelles, chimiques, sonores, etc. Et la cinquième cause, c'est plutôt les espèces exotiques envahissantes. Donc il y a ces 5 causes qui vont agir sur la biodiversité. Et donc, bon, après, on peut se demander que ces 5 causes, comment elles agissent et du coup, comment se portent les espèces. Donc, pour ça, il y a ce qu'on appelle la liste rouge des espèces, donc qui établit un petit peu le degré de menace des espèces. Donc, en fonction des groupes, ça marche un peu par chapitre. Donc là, on voit les différents chapitres sur la figure à côté. Donc, il y a quelques exemples, les mollusques continentaux, la flore vasculaire, les araignées, les poissons récifaux de la Réunion. Donc, ça va marcher un peu comme par chapitre comme ça. Et il y a une méthodologie qui est appliquée dans cette liste rouge. C'est une méthodologie avec des experts qui vont intervenir, qui vont faire ce travail-là, et d'essayer de placer chaque espèce dans une catégorie de degré de menace. Donc là, on le voit, il y a plusieurs catégories. Donc il y a les 3 premières qui sont en danger critique, en danger et vulnérable. Donc ça, quand une espèce est classée dans cette catégorie-là, on va la considérer comme menacée. Et après, on a également d'autres cases avec donc les espèces quasi menacées, plutôt préoccupation mineure et plutôt donc ce qu'on avait appelé plutôt données insuffisantes. Donc ça, c'est une catégorie qui est assez importante, j'y reviendrai un peu après. Mais là, c'est quand on n'a pas assez d'informations pour justement évaluer le degré de menace d'une espèce. Donc là, voilà, on voit qu'au niveau mondial, on a un peu plus de 45 000 espèces qui sont menacées sur les près de 160 000 qui sont évaluées. Et puis en France, on est à peu près à 2700 espèces menacées sur les plus de 17 000 qui ont été évaluées. Donc là, je vous le disais juste avant, j'ai mis euh, quelques exemples de groupes là sur la figure. Donc là, on voit par exemple que les mollusques continentaux, donc il y a eu 11% d'espèces qui sont menacées. Et par contre, on voit qu'il y a aussi 41%, pardon, d'espèces qui sont classées en données insuffisantes, donc pour lesquelles on n'a pas assez d'outils, on n'a pas assez de données pour pouvoir justement évaluer un degré de menace. Les araignées, pareil, on est à peu près à 10% d'espèces menacées et pour près d'un tiers en fait d'espèces qui sont classés en données insuffisantes. Pareil pour les poissons récifaux de la Réunion, avec près de la moitié, donc 42%. Et puis, il est pareil pour les coraux, avec près de 61% qui sont classés en données insuffisantes. Donc voilà, il y a vraiment certaines lacunes aussi pour pouvoir justement évaluer le degré de menace de certaines espèces. Donc là, il y a d'autres exemples aussi, notamment avec les papillons. Donc là, il y a un chiffre assez alarmant. Donc, sur 11 espèces de papillons en moyenne qui ont disparu dans chaque département hexagonal. Donc là, on voit que depuis 2020, il y a 66% des espèces probablement disparues d'au moins un département. On a la même chose à peu près aussi pour les tortues marines. Donc là, sur les 6 espèces de tortues marines toutes sont menacées par les activités humaines. Et même pour un groupe qu'on peut se considérer comme assez bien connu et étudié, on voit qu'il y a quand même 64% pour lesquels on n'a pas de non documenté pour les évolutions des pontes, les sites sur lesquels les tortues marines se reproduisent. Euh, Ensuite, voilà, il y a toutes ces menaces. On voit qu'il y a quand même des lacunes dans les données de biodiversité. Donc, effectivement, malgré les efforts qu'il peut y avoir des scientifiques et les connaissances qu'on a actuellement, il y a des fortes lacunes qui vont empêcher de tirer des conclusions un peu globales et puis d'entreprendre certaines mesures de conservation. Donc là, on voit par exemple la carte en fonction de. Il y a certaines aussi zones géographiques qui sont mieux inventoriées que d'autres. Donc là, on voit aussi notamment en Île-de-France, parce qu'il y a aussi plus de personnes, donc forcément plus de naturalistes. Et on voit qu'il y a quand même des territoires pour lesquels on a une bonne proportion de groupes qui sont assez mal inventoriés, donc là, en plus clair.
Pareil pour cette figure-là. Donc là, on voit qu'il y a quand même très peu. Donc là, c'est les proportions d'espèces présentes avec au moins une donnée d'observation. Donc là, on voit que même dans l'Hexagone, donc sur tous les territoires français, en Guyane, on a quand même une proportion assez faible d'espèces avec au moins une donnée d'observation. Donc là, il y a vraiment cette nécessité de renforcer la collecte de données. Et donc, bah, comment on fait justement pour collecter les données? Alors d'abord, on parle de données naturalistes. Et donc, pour la caractériser et puis pour étudier la biodiversité, on doit avoir justement ces données-là qui sont au minimum donc définies par la nature du taxon. Donc, ça peut être un nom d'espèce, un nom de genre, un nom de famille, un nom d'habitat, un nom d'écosystème, etc. Le lieu, la date et le nom de l'observateur. Donc ça, c'est vraiment les quatre catégories qui permettent de dire que on a bien affaire à une donnée naturaliste. Et donc pour ça, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs stratégies. On va utiliser deux méthodes principales. Donc la première, c'est l'inventaire. Donc l'inventaire, il est limité dans le temps et puis il a pour objectif de recenser aussi de façon la plus exhaustive un nombre d'espèces donc sur une zone géographique limitée. Donc l'inventaire, il va vraiment répondre à la question, enfin il tente en tout cas de répondre à la question quelles espèces j'ai sur mon site. Donc là, vraiment d'être le plus exhaustif possible de quelle est la biodiversité qu'il y a sur mon site. La deuxième méthode, c'est plutôt le suivi. Et donc, le suivi, il a pour objectif donc, de collecter et d'analyser un ensemble d'observations et de mesures qui sont faites dans le temps pour en évaluer les tendances. Donc, je disais, l'inventaire, c'est vraiment plutôt de savoir qu'est-ce qu'il y a sur un site, donc d'avoir plutôt le nombre d'espèces, un peu les espèces qu'il y a sur un site. Le suivi, ça va être plutôt la question de comment se portent les espèces qu'il y a sur mon site et plutôt d'essayer d'évaluer les populations. Donc, c'est vraiment deux objectifs différents, à la fois l'inventaire qui est plutôt très exhaustif et le suivi qui a plutôt pour objectif de suivre les tendances des populations qu'on peut avoir sur un site. Et donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'interviennent les sciences participatives. Donc, il y a plusieurs terminologies et définitions dans les sciences participatives. Il y a parfois sciences, recherche participative, etc. Moi, je rentre pas forcément dans ces détails-là aujourd'hui. Il y a en tout cas une définition qui fait référence en France, qui est issue du rapport Houillet, qui définit les sciences participatives comme des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non scientifiques professionnels, donc il s'agit d'individus ou de groupes, participent de façon active et délibérée. Donc, les sciences participatives, elles répondent dans ce sens-là à deux enjeux majeurs. Donc, la première, ça va être de produire des données pour la connaissance, donc de récolter de façon un peu plus massive des données qu'on ne pourrait pas récolter autrement. Donc, moi, j'aime bien un peu l'image d'essayer de multiplier les paires d'yeux, donc le nombre de personnes qui vont observer la nature, la biodiversité et de pouvoir produire des données. Et le deuxième objectif majeur, ça va être de sensibiliser les gens qui participent, donc les participants, et puis de les faire progresser dans leurs connaissances. Donc voilà, il faut vraiment ces deux enjeux pour que que ça puisse être défini comme un programme de sciences participatives. Et ça peut pas, les programmes de sciences participatives ne peuvent pas être uniquement des outils de médiation, mais ça peut pas être aussi uniquement un outil de recherche. Il faut vraiment que ça complète ces deux objectifs pour que ce soit un programme de sciences participatives. Donc là, on est plutôt centré sur le scolaire aujourd'hui, qui a différents intérêts pédagogiques et didactiques pour les scolaires. Donc là, ça vient notamment la figure là, que je présente à droite, ça vient notamment d'une enquête qui a été faite à partir des données de Viginature École. Et donc, les enseignants ont ressorti à partir de là plusieurs objectifs, plusieurs comment dire, plus-values à faire un programme de sciences participatives. Donc, en premier, il y a travailler plusieurs disciplines, travailler sous forme de projet. On a aussi enseigné la biodiversité directement sur le terrain, donc à la fois pour sensibiliser et puis pour éduquer au développement durable. Ce qui ressort aussi, c'est le fait de contribuer à la recherche. Donc, participer à un programme de sciences participatives, c'est aussi bénéficier du travail d'une équipe de chercheurs, être vraiment acteur d'un projet de recherche, et puis bah, contribuer à la recherche en transmettant ces données. On a aussi enseigné la science dans ces différents enjeux. Donc, travailler des notions, des attitudes, des capacités en lien avec le programme, travailler la démarche scientifique, et puis donner aussi une image plus réaliste des pratiques scientifiques, et puis pourquoi pas donner le goût aussi à la science à certains élèves. Donc là, ça, c'est les objectifs qui ont plutôt été donnés par les enseignants. Je trouve qu'il y a aussi d'autres objectifs qu'on peut souligner. Ça va être, les sciences participatives vont notamment permettre de favoriser des expériences de nature et puis bah, de pourquoi pas faire évoluer aussi le rapport des élèves aux êtres vivants. Donc, en participant
Donc, il y a de la littérature un peu scientifique qui existe là-dessus. Donc, on voit qu'en participant à un programme de sciences participatives, on voit qu'il a été montré une augmentation significative de la motivation des élèves. Donc, une motivation et une amélioration aussi des connaissances à propos de la nature. Et on voit qu'en participant aussi à ces programmes-là, les élèves se sentent plus concernés par leur environnement et puis ils vont adopter des attitudes et puis des comportements positifs envers l'environnement. Donc là, par exemple, c'est une étude euh, qui souligne plusieurs faits, mais notamment trier les déchets. Donc voilà, on voit que en plus de motiver les élèves et d'améliorer les connaissances, et ben, derrière, il y a aussi des comportements qui sont adoptés par les élèves plutôt bénéfiques à l'environnement. Il y a aussi maintenant des articulations avec les programmes scolaires. Donc, il y a une entrée des sciences participatives dans les programmes scolaires, donc notamment via Vigie Nature École. Je parlerai un peu plus tard de ce programme-là, donc notamment pour les cycles 3. Là, dans Panorama du monde vivant, il y a Vigie Nature École qui est cité. Pareil, il y a aussi une articulation, notamment dans le cadre de l'éducation au développement durable, où pareil, il y a aussi la contribution aux sciences participatives et citoyennes qui est soulignée avec Inventaire Vigie Nature École, les projets de la LPO, projet plastique à la loupe de Tara Océan, etc. Et après, donc, notamment en ce qui concerne la biodiversité, on peut voir des intégrations possibles des projets de sciences participatives. Donc, notamment, par exemple, là, pour les programmes de cycle 4, donc notamment le vivant et son évolution. Donc voilà, il y a vraiment des liens, des passerelles assez faciles à faire entre les programmes de sciences participatives et ces programmes de cycle 4. Et pareil pour le lycée. Donc à gauche pour la seconde, donc notamment les échelles de la biodiversité. Et après, pour la première générale à droite, donc les écosystèmes, les interactions et les dynamiques entre les êtres vivants. Là aussi, il y a des passerelles qui est possible de faire entre les programmes et ces programmes scolaires. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était plutôt de la partie d'introduction. Maintenant, je vais vous présenter un peu le programme INPN Espèces pour lequel je travaille. Donc INPN, peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Donc l'INPN, c'est l'Inventaire national du patrimoine naturel et c'est la plateforme nationale qui va gérer toutes les données de biodiversité. Donc ça va être vraiment la plateforme qui fait référence pour les données de biodiversité au niveau national, donc qui s'articule également avec différents niveaux, donc avec les échelles régionales, donc les gens qui vont produire des données au niveau local, au niveau régional. Ces données-là vont monter au niveau national et correspondre également avec le niveau mondial. Et donc, c'est différentes étapes en fait de transition d'échelle. Et donc, toutes ces données-là, qu'elles soient au niveau régional, national ou mondial, elles vont pouvoir permettre d'être analysées pour la conservation notamment et pour d'autres exemples, mais elles vont permettre d'être réutilisées. Donc, l'INPN, c'est cette plateforme-là au niveau national. Donc, il y a eu l'idée d'associer un programme de sciences participatives à cette plateforme-là, donc INPN Espèces. INPN Espèces, donc c'est une application mobile qui est disponible gratuitement à la fois sur l'Apple Store et puis sur Google Play. Et il y a trois grandes fonctionnalités majeures dans cette application-là. La première que je vais détailler juste après, mais la première, c'est plutôt la découverte de la biodiversité. La deuxième, c'est partager ses observations naturalistes avec les experts. Et la troisième, c'est plutôt participer à des quêtes. Donc là, pareil, je reviendrai un peu dessus après pour expliquer ce que c'est plus en détail. Donc ça, c'est le premier outil vraiment qui est l'outil plutôt utilisé par les utilisateurs, donc l'application mobile. Et on a également une plateforme web qui s'appelle Determinops. Et donc là, ça va permettre aussi aux utilisateurs et aux utilisatrices de visualiser les observations, de voir les points qui sont gagnés, d'avoir accès à de la documentation, etc. Donc il y a d'abord cette première entrée pour les utilisateurs, et puis il y a une seconde entrée pour les gens, les experts, et les experts qui vont pouvoir valider les données sur cette plateforme-là. Alors, je parlais de la première fonctionnalité, plutôt de découverte de la biodiversité. Donc, l'objectif de cette fonctionnalité-là, ça va être de pouvoir se géolocaliser, donc à la fois sur une commune ou sur un département, et puis de pouvoir consulter l'ensemble des espèces continentales et marines qui ont été inventoriées dans cette commune-là. Donc, ça marche évidemment pour toutes les communes de France, donc en Hexagone, en Corse et en Outre-mer. Donc, on peut visualiser les différentes espèces. Donc, déjà, on a le nombre d'espèces qui ont été inventoriées. Donc, là, j'ai pris l'exemple de Brest, par exemple. Donc, là, on voit qu'il y a à peu près 1200 espèces qui ont été inventoriées à Brest. Et on peut voir donc les différentes espèces, donc les photos des différentes espèces, à la fois sous cette forme-là plutôt de mosaïque. On peut l'avoir également sous forme de liste, comme ça, pour voir les différents noms des espèces. Et pour les espèces pour lesquelles il y a ce petit logo-là, ça veut dire qu'il y a des fiches d'espèces vulgarisées. Donc, on peut cliquer dessus, avoir accès aux photos.
Et on va avoir une fiche un peu descriptive de l'espèce. Donc à la fois avoir des informations sur sa biologie, son écologie, sur ses statuts également. Donc là, on voit par exemple l'exemple du raldo, qui est une espèce protégée. Donc voilà, on va avoir accès à des informations vulgarisées qui sont rédigées par des experts et des expertes directement sur l'application. Donc je le disais, on peut rechercher par commune, par département pour avoir accès à ces listes d'espèces-là. Après, on peut également filtrer en fonction des groupes qui nous intéressent. Donc, il y a différents filtres possibles. On peut filtrer en fonction des amphibiens et reptiles, champignons et lichens, en fonction des groupes vraiment qui nous intéressent, insectes et araignées. Donc ça, c'est vraiment les grands groupes simples. Après, si par exemple, c'est uniquement les abeilles, guêpes et le groupe abeilles, guêpes et fourmis qui nous intéresse, pareil, on peut uniquement avoir accès à ces espèces-là en filtrant sur ça directement sur l'application. Et puis, on peut filtrer aussi en fonction des statuts. Donc, par exemple, à la fois des statuts de menaces, des statuts de réglementation. Donc, pour voir, par exemple, toutes les espèces qui ont, qui sont réglementées sur un territoire, les espèces qui sont menacées sur un territoire, et puis aussi des filtres en fonction des espèces, soit continentales ou marines, voilà, pour avoir accès uniquement à ces informations-là. Donc ça, c'était la première grande fonctionnalité plutôt de découverte de la biodiversité. Donc là, c'est plutôt remettre aussi les connaissances qu'on a. Donc les espèces qui sont inventoriées, on va essayer on va les rediffuser, juste rediffuser l'information via l'application. Et donc après, en 2018, là, c'est vraiment là où INPN Espèces est devenu un programme de sciences participatives. Parce que là, c'est dans l'objectif aussi de faire contribuer les personnes qui le souhaitent à l'inventaire national de la biodiversité. Et donc pour ça, l'application elle permet de faire vraiment des observations opportunistes. Donc il n'y a pas forcément de protocole à respecter. Et ce qu'on demande dans cette application-là, c'est d'avoir une photo géolocalisée comme preuve de l'observation. Donc c'est un programme qui est énormément basé sur la photo, puisque chaque observation doit être attachée à une photo. Et ce qu'on souhaite aussi pour ce programme-là, c'est que c'est une entrée qui est assez vulgarisée, assez grand public, entre guillemets. Et donc on ne va pas forcément demander une identification à l'espèce pour pouvoir participer. Donc la première étape, ça va être de transmettre 1 à 3 photos donc de l'espèce qu'on observe. Alors il y a quelques conditions quand même pour les photos. Donc c'est des espèces qui doivent être sauvages. On ne prend pas en considération dans ce programme-là les espèces domestiquées ou cultivées. Donc pour la faune, c'est souvent assez facile de voir bon, si c'est un troupeau de vaches, un chien, un chat, etc. C'est assez facile. Pour la flore, ça peut être un peu plus compliqué parfois des espèces cultivées de savoir si cette espèce-là, elle est plantée ou pas. Mais bon, ça après, c'est le travail aussi des experts. Mais voilà, il faut être assez vigilant à ça et de pas forcément partager des observations d'espèces qui sont pas sauvages. Ensuite, ce qu'on a eu beaucoup, et notamment quand on a mis en place, avant de mettre en place le volet scolaire là, c'est des gens qui aussi utilisent des photos d'Internet. Donc ça, pareil, c'est pas autorisé dans le cadre de l'application, parce que transmettre une photo issue d'Internet, ça va aussi biaiser les données après qui remontent vraiment à l'inventaire national du patrimoine naturel. Et après, il faut aussi faire attention à ce que les images soient exploitables. Et comme elles sont aussi validées par des experts et des expertes naturalistes, il faut vraiment veiller à ce que ce soit possible de pouvoir identifier sur photo. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre 1 à 3 photos. On a fait aussi une sorte de guide pratique, de guide des bonnes pratiques INPN espèces, donc pour les photographies. Donc ça permet à la fois de prendre un peu connaissance de comment prendre les différentes prises de vue à faire, le cadrage, la mise au point, la luminosité, etc. Et puis ça donne aussi quelques conseils, par exemple, pour comment prendre les photos, notamment en fonction des groupes qu'on peut avoir dans l'application. Donc, par exemple, pour les plantes, on va essayer de prendre une photo de la fleur, de la feuille, et puis un peu d'un angle général de la plante pour voir un peu aussi l'environnement dans lequel elle se trouve. Donc voilà, il y a ça donne plusieurs tips, plusieurs conseils aussi comme ça pour justement aiguiller un peu dans la photographie et comment on essaie de prendre au mieux ces photographies-là pour que les observations puissent être validées par la suite. Donc ça, c'était la première étape vraiment des photos. Ensuite, il y a 2 étapes. C'est plutôt le quand et le où. Donc là, on va mettre une date d'observation. On va mettre la date. On demande aussi l'heure. Donc, c'est des informations qui peuvent parfois paraître futiles pour certains groupes, notamment les plantes. Bon, on se doute que si elle est là à minuit, elle sera là aussi à 8 heures du matin. Mais ça peut aussi être des informations qui sont intéressantes pour d'autres groupes, notamment les mammifères, de voir les observations, s'il y a plus d'observations qui sont faites de nuit, par exemple, pour certaines espèces, etc. Donc, en tout cas, voilà, on demande la date et l'heure. Ensuite, on va demander aussi la localisation de l'observation.
Donc, à la fois, on peut, si on se souvient plus très bien, on peut mettre juste un nom de commune, par exemple, se dire, bon, moi, je savais que c'était à Brest, donc je mets le périmètre entier de Brest. Ou à la fois, si on connaît la localisation directement de l'observation, on peut directement cliquer sur la carte, et là, ça va sortir une localisation, une géolocalisation précise avec les XY, donc pour vraiment bien géolocaliser l'observation. Et donc la troisième étape, qui est aussi la plus intéressante dans un cadre pédagogique, c'est plutôt le quoi. Donc il y a les photos, la date, le lieu, et là on va demander une proposition d'identification. Du moins l'application va suggérer de faire une proposition d'identification. Donc pour ça on va marcher par différents groupes simples. Là il y a pour l'instant 9 groupes simples dans l'application. Donc il va y avoir les escargots et autres mollusques, les mammifères, les oiseaux, tout ce qui va être champignons, insectes et araignées, amphibiens, reptiles, les plantes, les poissons. Ça va être vraiment des grands groupes assez généraux, assez généraux sur vraiment des grands groupes de la biodiversité qu'on peut avoir en France. Et après, on va demander, en fonction du groupe simple qu'on a sélectionné, donc là, par exemple, j'ai sélectionné insectes et araignées. Après, on va demander un groupe taxonomique, donc un groupe qui est un peu plus fin. Donc là, je vois cigale, punaise, puceron. Il va y avoir aussi araignées, libellules, demoiselles, etc. Donc là, on va un peu plus finement avec le groupe taxonomique. Donc vraiment une grande case avec le groupe simple. On essaie d'aller un peu plus fin avec le groupe taxonomique jusqu'à arriver à peut-être proposer un nom d'espèce ou de genre. Donc ce qui n'est pas obligatoire, hein. Le groupe taxonomique et le nom d'espèce ne sont pas obligatoires pour pouvoir partager son observation. C'est juste vraiment les photos, la date, la localisation et le groupe simple pour pouvoir au moins partager son observation. Mais voilà, on peut aussi suggérer un nom d'espèce ou de genre. Et il y a notamment, ce qui peut aider aussi dans ce cadre-là, c'est qu'en cliquant sur cette petite icône-là, on va avoir une liste illustrée des espèces qui sont présentes sur le territoire dans lequel on se trouve quand on fait l'observation. Et donc, ça peut permettre aussi d'aiguiller les gens qui utilisent l'application pour renseigner leur détermination. Et puis, la dernière case, c'est aussi, on peut ajouter un commentaire. Donc, étant donné que toutes les observations seront validées par des experts, naturalistes, on peut aussi leur donner un peu de contexte sur où est-ce qu'on a fait notre observation, dans quel habitat, est-ce qu'on a vu observer beaucoup d'individus, etc. Donc voilà, ça c'est un champ qui est plutôt libre pour pouvoir préciser un petit peu son observation. Et donc le troisième volet, j'en parlais tout à l'heure, c'est plutôt les quêtes. Donc là, c'est vraiment les quêtes, c'est des choses qu'on lance à travers l'application et c'est vraiment, ça a la vocation de lancer un appel à travers l'application. Donc là, c'est vraiment quand il y a des partenaires, des scientifiques qui vont avoir une question scientifique. Voilà, ça va répondre à des enjeux scientifiques, une question à la fois de recherche ou d'expertise. Ils nous disent, ben voilà, nous, on aimerait bien lancer une quête à travers l'application pour avoir des données sur telle espèce ou sur telle zone géographique. Et nous, on va, dans l'application, lancer un appel. Donc là, on a un exemple, par exemple, pour la salamandre tachetée. Mais on va lancer un appel à travers l'application et inviter les gens qui participent à aller à la recherche de certaines espèces ou certains groupes selon différents critères. Alors, peut être à la fois sur une espèce ou plusieurs espèces, et ça peut être à la fois sur, par exemple, une seule commune dans le cadre des ABC notamment, ou sur l'ensemble des territoires français. Donc voilà, c'est un outil qui est assez, comment dire, qui répond à plusieurs attentes. À la fois, ça peut répondre à des attentes vraiment assez locales sur une espèce qu'on va rechercher sur cette commune-là, ou à la fois sur l'ensemble des territoires français. Donc voilà, ça c'est vraiment un appel en lien avec une question scientifique à la fois de recherche ou d'expertise pour un appel à participation finalement pour recueillir des données plus spécifiques. Alors ensuite, toutes les données, que ce soit des observations qui sont faites dans le cadre de quête ou dans le cadre plutôt opportuniste, eh ben, on va les valider. Donc toutes les observations qui sont transmises sur l'application, on va les recevoir sur la plateforme web Determinops dont je parlais tout à l'heure. Et en premier lieu, on va valider les photos des observations. Donc là, on va regarder chaque observation et puis on va valider en fonction de si ça nous semble aussi identifiable. Donc on va valider chacune de ces photos. Et on peut également taguer ces photos-là. Donc si on refuse les photos, on va toujours les taguer aussi pour expliquer à l'utilisateur pourquoi on refuse cette observation. Mais voilà, quand on va refuser une observation, par exemple, ça peut être, on va mettre le tag photo issue d'Internet, écran d'ordinateur, ou alors on peut mettre également image inexploitable, l'individu est sous-exposé, la photo est trop floue, l'individu est trop petit, on voit uniquement du paysage, etc. Donc on justifie toujours quand on va supprimer une observation. Et après, on peut aussi valider une observation, mais en mettant un peu ce qu'on va appeler un tag. Donc par exemple, s'il y a une manipulation d'espèces, on va quand même accepter
on va quand même accepter l'observation, mais on va quand même le taguer pour, par exemple, pas rediffuser la donnée derrière ou autre chose. Pareil, quand c'est des individus qui vont être morts, chassés ou pêchés, pour pas aussi rediffuser, parce on rediffuse également toutes les photos. Donc, pour pas rediffuser ces images-là, on peut les taguer. Donc voilà, il y a une liste de tags que nous, on utilise justement dans le cadre de cette validation-là pour sélectionner en tout cas les photos qui nous semblent pertinentes. Donc il y a cette première étape-là de validation donc uniquement des photos. Et après, on va valider finalement en fait un peu dans le même cheminement que ce que l'utilisateur a fait pour partager son observation. Donc d'abord les photos, ensuite on va valider le groupe simple, donc vérifier vraiment les grandes cases, si effectivement c'est bien un escargot et autres mollusques, si c'est bien un mammifère, si c'est bien un oiseau, etc. On va valider le groupe taxonomique, donc là, pareil, le groupe un peu plus fin, et jusqu'à ce que les experts valident en fonction des groupes. Donc aujourd'hui, on travaille avec plus de 450 experts qui valident, qui ont tous des expertises en fonction des groupes dédiés dans l'application, et donc qui vont valider à la fin l'espèce qui a été observée. Alors, du coup, une fois que l'observation est validée par les experts, là, il y a un retour qui est fait directement sur l'application. Donc, l'utilisateur reçoit une notification en disant votre observation a été validée. Donc, soit les experts ont juste simplement validé la proposition d'identification de la personne, et dans ce cas-là, elle a juste confirmation que son observation, c'est bien cette espèce-là. Ou alors l'expert a pu justement modifier, soit il n'y avait pas, par exemple, de proposition d'identification, ou soit c'était une identification qui était faussée. Donc là, l'expert a rectifié. Et donc la personne a finalement le bon nom de l'espèce qu'elle a observée. Et donc, je parlais un petit peu tout à l'heure du système de points. Et donc, ce programme-là, il a aussi un aspect plutôt ludique, enfin, de gamification, dans lequel il y a un système de points qui va être apporté en fonction de l'apport de connaissances qui est apporté par la donnée. C'est-à-dire que, par exemple, on va aussi valoriser le fait d'avoir une première observation de l'espèce sur la commune. Ça va rapporter un nombre de points. Si on n'a pas vu l'espèce sur la commune depuis 10 ans, ça va aussi rapporter un nombre de points. Si c'est une espèce, par exemple, qui a moins de 5000 données sur l'INPN, donc vraiment au niveau national, si c'est une espèce qui a moins de 5000 données, pareil, ça va valoir des points. Et donc voilà, c'est ça qui est aussi intéressant dans ce système de gamification. Donc c'est à la fois, ça va permettre aussi aux gens souvent de fidéliser les personnes qui participent et puis voilà, de les motiver à travers ça. Mais c'est aussi un système de points qui est révélateur voilà, de l'apport de connaissances qui est apporté par la donnée et de se rendre compte aussi aux personnes qui participent que leurs données aussi ont une forte valeur scientifique. Donc là, pareil, comme je vous le disais, sur notre plateforme web Determinops, on peut aussi consulter l'ensemble des observations qui ont été faites. Et puis voir aussi dans le détail le système de points. Bon, ça, c'est aussi possible sur l'application, mais en tout cas, on peut voir ces données, ses propres données et l'ensemble des observations qui sont faites depuis cette plateforme-là. Et on fait aussi des restitutions un peu plus vulgarisées, avec les différentes données du programme. Donc, on a un classement, par exemple, des contributeurs, et puis il y a de la documentation aussi qui est faite. Donc, chaque année, on fait un bilan sur les données du programme. Donc là, il y a celui de 2023 qui est sorti assez récemment, donc qui fait un peu un état des lieux de l'apport de connaissances qui rappelle vraiment des chiffres associés au programme. Et ce qu'on fait aussi, c'est en fonction donc pour chaque quête, on va faire des synthèses de quêtes. Donc là, vraiment donner des informations sur la quête, donc le nombre d'observations, ce que ça a apporté comme connaissance, et aussi à quel point ça a pu répondre à la question scientifique qui est posée initialement. Alors là, pour faire un petit bilan sur les participations en Bretagne en lien avec l'application, donc pour l'instant, il y a à peu près 2200 observateurs qui ont partagé au moins une observation en Bretagne. Donc là, on voit notamment sur la carte que c'est quand même un territoire sur lequel on a déjà pas mal d'observations. On est à près de plus de 80 000 observations qui ont été transmises en Bretagne et ça représente à peu près 4500 taxons inventoriés. Donc là-dedans, on met espèces, sous-espèces, genre, famille, etc. Mais on voit que sur ces 4500, on a quasiment 3500 espèces ou sous-espèces qui ont été inventoriées. Donc là, quand je dis inventorié, c'est vraiment qu'il y a eu la validation euh, par, euh, par un expert. Donc voilà, ce qui est quand même un beau résultat. Et on a à peu près 1100 communes qui ont inventorié en Bretagne. Un petit bilan aussi général qui concerne le programme. Donc là, on voit que on a plus de 28 000 contributeurs.
Et puis, on a passé assez récemment la millionième pardon, observation en mars 2024, ce qui représente à peu près 2 millions de photos qui ont été transmises. Et je le disais tout à l'heure, le chiffre a un peu augmenté, mais on est aujourd'hui à 450 experts à peu près qui participent à la validation des observations. Donc, tout groupe confondu, hein, à la fois les photos, les groupes simples, les groupes taxonomiques et au niveau espèce. Donc, pour rappeler aussi un peu les intérêts scientifiques du programme, donc toutes les données, les observations qui sont faites via INPN Espèces, elles vont être intégrées directement dans la base de données nationale, donc dans l'inventaire national du patrimoine naturel. Et donc là, c'est ce que je disais, on a ces tags, un peu ces catégories dans l'application, dans les différentes observations. Donc, on va avoir les premières observations de l'espèce dans le département, ça va être 2% des observations, les premières observations de l'espèce sur la commune, 36. Les espèces aussi ayant moins de 5000 données, par exemple, sur l'INPN, ça va être 22% des observations. Donc là, voilà, on se rend compte qu'il y a quand même un apport de connaissances assez important de ce programme-là. Ensuite, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi dans le cadre des listes rouges, c'est que ben, la contribution des données de sciences participatives en général et notamment du programme INPN Espèces, elles vont servir donc à alimenter l'INPN et ben, du coup aussi elles vont permettre d'évaluer le degré de menace des espèces qui vont être présentes en France. Après, il y a aussi dans le programme des choses plus ponctuelles, des observations qui vont être un peu remarquables, des nouvelles espèces pour la France par exemple. Donc, on a eu quelques exemples, notamment avec une punaise qui a été introduite en France, et puis une autre espèce aussi, un alerode, qui a été introduit récemment en France et qui a pu être détecté via l'application. Voilà, donc ça, c'était pour la partie plutôt du programme INPN Espèces d'une façon générale. Maintenant, donc, on a développé le volet scolaire d'INPN Espèces. Donc, en fait, on avait une demande assez ponctuelle d'enseignants et d'enseignants qui souhaitaient qu'on développe un volet scolaire. Donc pour ça, on a fait une enquête à destination des enseignants pour justement un peu comprendre les usages et les potentiels besoins qu'il pourrait y avoir en lien avec l'application. Et donc, on a eu 320 réponses à peu près, et la majorité était quand même favorable au développement d'un volet scolaire. Et donc, bah, on a travaillé pendant à peu près 2 ans, justement, au lancement, pour un lancement plutôt en avril 2023 d'une version scolaire d'INPN Espèces. Alors, d'un premier point de vue, enfin, on essaie aussi à la fois d'encourager les enseignants à participer d'un point de vue plutôt pédagogique, donc d'être force de proposition un peu d'une manière pédagogique, mais aussi technique, j'y reviendrai un peu après. Mais on propose notamment 4 activités pédagogiques qui sont proposées donc, en lien avec les programmes scolaires. Donc là, on voit inventaire de la biodiversité de mon établissement scolaire. Donc ça, c'est plutôt une activité pour tous les niveaux, quelque chose d'un peu général. Et puis après, des choses qui rentrent un peu plus en fonction des niveaux et des programmes scolaires, donc notamment la découverte des plantes sauvages. Donc pour le cycle 1 et 2, l'impact de l'humain sur la biodiversité pour les cycles 3 et 4, et quelque chose pour le niveau lycée qui est plutôt en lien avec la méthodologie scientifique et les stratégies d'échantillonnage. Donc ça, c'est vraiment des propositions d'activités pédagogiques qu'on fait avec des liens que nous, on a fait entre notre programme et les programmes scolaires. Mais voilà, c'est pas forcément des choses qui sont à respecter par les enseignants, c'est vraiment juste des pistes un peu pédagogiques, mais il n'y a pas voilà, de choses à respecter. Voilà, les personnes qui souhaitent participer, notamment au volet scolaire, sont vraiment libres de faire ce qu'elles veulent avec les élèves. Et donc, ben, quand on en a discuté, notamment avec Juliette, on voulait établir aussi un lien avec les aires éducatives. Donc, il y a un lien quand même assez fort entre le dispositif des aires éducatives et puis ce programme INPN Espèces. On a identifié assez rapidement que le programme INPN Espèces, ça peut notamment s'insérer dans la phase d'état des lieux des aires éducatives, bah, à la fois parce que faire un inventaire des espèces, connaître la biodiversité, ça va permettre de mieux caractériser pardon, le patrimoine naturel du site. Et puis, bah, justement, connaître les espèces, ça va permettre de mieux comprendre aussi les enjeux qu'il peut y avoir sur le site et notamment sur l'aire éducative. Donc pour ça, on a conçu une activité dédiée aux aires éducatives, donc qu'elles soient terrestres ou marines. Alors, il y a une première phase plutôt d'introduction, donc un peu de contexte du programme, tous les objectifs, les déroulements un peu de cette activité-là. On a rappelé aussi les compétences qui étaient développées en utilisant l'application dans le cadre de l'ère éducative, les liens avec les programmes scolaires. Et puis après, il y a aussi une partie qui est plutôt, je dirais, technique, logistique, donc des informations en lien avec INPN Espèces, le matériel à prévoir pour pouvoir utiliser aussi INPN dans le cadre de cette activité avec les aires éducatives. Donc il y a du matériel qui est plutôt obligatoire
donc notamment pour partager les observations, ça peut être des tablettes, des téléphones portables, etc. Et après, il y a aussi des choses plus facultatives, donc notamment des outils naturalistes, donc prendre des épuisettes, avoir des boîtes à insectes, etc. Et puis, ça rappelle aussi un peu le choix des dates. Donc voilà, ça c'est une activité qui peut se faire toute l'année, même si quand même pour étudier les espèces, la biodiversité en lien avec INPN Espèces, c'est mieux de faire souvent des sessions soit au printemps avec les élèves ou soit en début d'année scolaire. Et donc cette activité-là, elle se déroule notamment en deux séances, deux grosses séances avec les élèves. Il va y avoir une première séance qui est plutôt une initiation à l'inventaire naturaliste. Donc là, ça va être vraiment voir avec les élèves, définir un inventaire naturaliste, questionner l'intérêt de faire un inventaire dans l'ère éducative, comprendre aussi un petit peu le mécanisme des sciences participatives et puis prendre un peu connaissance aussi de l'INPN espèces. Et après, il y a vraiment une deuxième séance. Donc là, ça va être la mise en place d'un inventaire. Donc les élèves vont pouvoir aller prospecter soit tous les groupes, tous les habitats. Ça peut être des groupes d'élèves qui vont prospecter certains groupes, des groupes d'élèves qui vont prospecter certains habitats. Voilà, il y a plusieurs façons de faire aussi. C'est ce qu'on met un petit peu dans cette activité-là. Et puis avec notamment deux options. Donc il y a la première option qui est plutôt que les élèves renseignent directement les données depuis l'ère éducative, donc directement sur le terrain, que les élèves fassent l'identification et renseignent les observations depuis l'ère éducative. Il y a aussi une deuxième option qui est parfois préférée par les enseignants qui mettent en place INPN Espèce, ça va être de pouvoir plutôt prendre les photos avec des appareils photo ou d'autres techniques, d'autres outils, prendre en photo les observations directement sur le terrain et après revenir en classe et avoir un second temps où on va regarder les photos en classe, les élèves vont pouvoir regarder les photos et les identifier et ensuite les transmettre via l'application. Donc on détaille aussi un petit peu ces deux options-là de soit vraiment euh, partager les observations et utiliser l'application réellement sur le terrain, ou soit plutôt prendre les photos, se concentrer plutôt sur le terrain et ensuite transmettre les photos plus tard avec le retour en classe où la détermination est possible, etc. Et donc la fin de cette activité-là, elle se finit aussi par plutôt un bilan des observations et puis de voir quelles espèces sont sur le site. Donc là, je détaille pas plus loin, mais il y a pas plus, mais il y a aussi des différents types de ressources qui sont données via ces activités-là, les liens avec les formations, etc. Et donc, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette activité-là va amener aussi des pistes de réflexion pour les élèves et puis de pouvoir peut-être les orienter dans leurs mesures de gestion. Alors, il y a, moi, ce que j'ai identifié, donc là, c'est vraiment des exemples, mais ça va permettre aussi aux élèves de faire un inventaire, ça va permettre aux élèves de se poser des questions, mais par exemple d'ordre méthodologique. Est-ce que si on a fait une ou deux sorties, par exemple, si on a fait cette activité-là, est-ce qu'on a pu détecter toutes les espèces qui sont présentes sur le site à cette période-là? Euh, et combien peut-être est-ce qu'il faudrait mettre en place d'autres inventaires à d'autres périodes pour connaître davantage les espèces qui habitent le site? Voilà, quelle stratégie, méthode on peut mettre en place justement pour avoir une liste plus exhaustive. Donc voilà, vraiment des questions d'ordre méthodologique pour que les élèves se questionnent sur est-ce qu'on a pu voir toutes les espèces, qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour qu'on puisse voir toutes les espèces qu'il y a sur le site, est-ce que c'est possible de voir toutes les espèces qu'on a sur un site? Enfin voilà, il y a plein de questions plutôt d'ordre méthodologique en fait qu'on peut se poser avec les élèves, du moins que les élèves peuvent se poser. Et après, il y a aussi, donc, moi, c'est la deuxième piste que je vois aussi pour justement utiliser l'INPN espèces dans le cadre des aires éducatives, ça va être plutôt le fait d'utiliser la liste d'espèces confirmée par les experts. Donc là, c'est-à-dire que là, les élèves ont une liste d'espèces qui est validée par des experts naturalistes. Et donc, à partir de ça, il y a plusieurs pistes qu'on peut explorer. Donc, par exemple, les espèces dans les espèces qu'on a pu inventorier, est-ce que certaines présentent des enjeux particuliers? Est-ce que certaines espèces sont menacées? Est-ce qu'il y a une réglementation qui est associée à ces espèces-là? Donc voilà, pour permettre aussi aux élèves de comprendre les enjeux qu'il y a dans leur site. S'il y a une espèce qui est menacée, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi pour essayer de la maintenir sur le site? Est-ce qu'il y a une espèce, par exemple, qui est réglementée sur l'aire éducative? Et puis, ça va permettre aussi de voir de comprendre un peu mieux des notions de biologie et d'écologie pour les élèves. De quelles caractéristiques les élèves pardon, les espèces qu'on a inventoriées, quelles sont leurs caractéristiques biologiques et écologiques, et puis est-ce qu'elles peuvent subir des pressions potentielles sur le site, et est-ce que, par exemple, les espèces qu'on a inventoriées, elles sont révélatrices d'habitats qui sont entre guillemets en bonne santé. Donc voilà, il y a plusieurs. Faire un inventaire, du coup, notamment avec INPN espèces, mais du moins connaître aussi les espèces qu'il y a sur le site, ça va permettre vraiment aux élèves de pouvoir se poser d'autres questions
et puis de prendre, je l'espère en tout cas, des mesures de gestion qui sont plus en adéquation avec la biodiversité qu'on peut avoir sur le site. Je présente rapidement aussi d'autres ressources qu'on met en place. Donc, on a par exemple la fiche type de saisie. Donc, c'est des documents qui sont sortis assez récemment. Donc là, c'est plutôt pour aider les élèves à appréhender un peu la sortie et puis à appréhender l'utilisation de l'application. Donc ça, c'est plutôt à distribuer en amont de l'inventaire, mais qui récapitule un petit peu pour les élèves aussi les différentes fonctionnalités de l'application. Donc c'était aussi fait pour que les élèves puissent garder un support papier de l'activité et notamment de ce qu'ils ont pu faire avec INPN Espèce, parce que c'était aussi dommage d'avoir que des choses, que des outils numérisés. Et donc, c'est aussi pour garder une trace, notamment dans le cahier, et puis avoir un peu des éléments là-dessus. Et une deuxième fiche, pareil, qu'on a sortie assez récemment. Donc là, c'est plutôt une fiche qui est à compléter pendant l'inventaire, donc on a appelé fiche inventaire, et qui va résumer un petit peu les informations globales de l'inventaire, donc voir le lieu de l'inventaire, donc où est-ce que ça a été fait, bah, peut-être dans l'endroit, la cour d'école, dans un jardin, dans une aire éducative, etc. Donc le lieu, la date, le nombre d'observations qui ont été transmises aux experts, le nombre de groupes simples qui ont été observés, pareil, le nombre de groupes, de groupes taxonomiques, le nombre d'espèces. Voilà, donc des choses aussi, et pareil, là, en papier, pour que les élèves gardent vraiment une trace de l'inventaire, à la fois pas uniquement sur l'application et sur des outils numériques, mais qu'il puisse y avoir une trace qui est laissée dans un cahier, par exemple. Donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure aussi. Donc quand on a voulu lancer le volet scolaire d'INPN Espèces, on s'est notamment rapproché de Viginature École. Donc, Viginature École, c'est un programme de sciences participatives pour les scolaires qui est porté par le muséum et qui propose 10 protocoles pour étudier la biodiversité, donc sur différents groupes taxonomiques. Donc, on a les escargots, les oiseaux, les plantes à fleurs, les chauves-souris, etc. Et donc, voilà, il y a un site dédié à ce programme-là, mais c'est un programme qui existe maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, pour aussi remettre un peu dans le contexte là, c'est pour différencier aussi un petit peu INPN Espèces et Viginature École. INPN espèce, ça va vraiment être associé à de l'inventaire. Donc là, on reprend un peu la définition de tout à l'heure, mais c'est vraiment plutôt un programme qui va être opportuniste avec de l'inventaire, donc pour savoir quelle espèce on a sur le site. Et Viginature École, comme je l'ai dit, c'est des protocoles, et donc ça va plutôt être associé à du suivi, donc qui vont suivre certains groupes, donc comme je l'ai dit, les escargots, les oiseaux, les insectes pollinisateurs. Donc là, ça va plutôt permettre de suivre la biodiversité, les populations d'espèces qu'on peut avoir sur un site. Donc c'est vraiment ce qui distingue aussi ces deux programmes-là, c'est qu'INPN espèces, ça va répondre plutôt à la question quelles sont les espèces qu'on a sur le site avec quelque chose de vraiment opportuniste, alors que Viginature École, ça va plutôt être de comment se portent les espèces qu'on a sur le site avec quelque chose qui est beaucoup plus protocolé. Donc, Viginature École propose différents protocoles, comme je l'ai dit. Le premier, la opération escargot. Donc, pour ça, il y a un livret de participation qui récapitule un petit peu la démarche pour participer, des clés de détermination, des fiches de terrain, etc. J'ai mis le lien, je ne détaille pas forcément plus. Mais en fait, l'objectif de ce protocole-là, c'est de poser une planche dans un endroit, pas- dans un endroit qui peut être la cour d'école, l'aire éducative, etc. Et ensuite d'attendre un mois et d'aller soulever la planche avec les élèves et de comptabiliser les escargots et les limaces qu'on peut avoir sous cette planche-là. Et donc, ce qu'on s'est dit, enfin, on a identifié plusieurs pistes aussi de collaboration plutôt pédagogique entre INPN Espèces et Vigile Nature École. Et bah, on a eu l'idée aussi d'utiliser les quêtes pour proposer une approche un peu plus écosystémique au protocole de Vigile Nature École. C'est-à-dire que Vigile Nature École propose dans ce protocole opération escargot une liste d'espèces donc, qui sont des taxons protocolés, donc qui sont protocolés. Et nous, on a eu plutôt l'idée de lancer une quête INPN espèces qui ont des interactions biologiques avec les espèces qui sont protocolées. Donc ça peut être à la fois des prédateurs des escargots, mais aussi des plantes pardon, qui sont mangées préférentiellement par les escargots. Et donc ça a plusieurs objectifs aussi. Ça a l'objectif d'expliquer la présence ou l'absence de certains taxons du protocole, de reconstruire un peu les réseaux trophiques, de mettre aussi ces notions-là aux élèves. C'est vrai que les protocoles de Vigile Nature École, mais comme INPN espèce, c'est quelque chose qui a été très espèce centré, taxonomiquement centré, on peut dire. Et là, ça permet aussi d'ajouter voilà, une dimension plus écologique, plus écosystémique à ce, à ce protocole-là, notamment en voyant en fait les différentes, la chaîne alimentaire, les relations trophiques entre les différentes espèces. Et ça permet, je l'ai dit juste avant, mais de combiner à la fois un inventaire naturaliste, donc d'être plutôt exhaustif, avec un suivi protocolé.
Donc, on a mis en place deux quêtes en lien avec ce protocole-là. Donc, la première, c'est plutôt les cibles des escargots phytophages, donc des plantes qui seront préférentiellement mangées par les escargots. Et la deuxième, ça va être les prédateurs des escargots. Donc là, des espèces qui vont plutôt être prédatrices des escargots. Donc, dans ce protocole-là, je détaille pas vraiment, mais l'idée, c'est lorsqu'on met en place ce protocole-là, on va aller prospecter les espèces qu'on peut trouver à proximité de la planche. Donc, soit des espèces qu'on peut trouver sous la planche, soit même à proximité. On va aller tenter de les déterminer grâce aux clés de détermination. Je présente ça juste après. Et puis après, de renseigner les observations justement dans la quête IMPN espèce. Donc, pour aider aussi à cette quête-là, on a fait un document d'accompagnement qui récapitule un petit peu pourquoi participer à ces quêtes-là, en quoi consistent vraiment les quêtes. Et le gros de ce document-là, ça va être des clés d'identification, donc pour les différents groupes d'espèces qui sont justement prédatrices et qui sont préférentiellement mangées par les escargots. Donc là, on a par exemple l'exemple d'une clé de détermination pour les coléoptères. Donc on va avoir une clé de détermination déjà pour des grands groupes taxonomiques. Ensuite, là, pour les coléoptères, on va avoir une clé un peu plus précise. Et après, on va avoir des espèces qui seront présentées aussi pour pouvoir permettre d'identifier aussi les espèces qui sont ciblées par cette quête-là. Voilà, donc il y a ce premier point de collaboration avec Viginature École qui est plutôt sur des aspects pédagogiques. Après, ce qu'on a aussi mis en place, c'est plutôt tout ce qui est plutôt d'un point de vue logistique aussi pour les enseignants, du point de vue des fonctionnalités vraiment techniques. Et donc pour ça, on a décidé de rassembler les comptes INPN Espèces et Viginature École pour avoir finalement une seule interface. Viginature École, c'était un programme qui était déjà plutôt bien connu, notamment des enseignants et des enseignantes qui souhaitaient mettre en place des programmes de sciences participatives. Donc on s'est dit pourquoi pas justement essayer de mutualiser cet aspect-là, d'avoir une interface qui est Viginature École, qui est un peu mieux connue aussi des enseignants, pour profiter aussi à INPN Espèces. Donc là, l'idée, c'est que les gens qui souhaitent participer peuvent s'inscrire et créer un compte classe donc directement sur Véginature École. Donc ça va générer un mot de passe et un identifiant en fait pour la classe entière. Donc comme ça, il y a pas, les élèves ne créent pas de compte directement, mais c'est un compte qui est généré pour la classe. Donc ensuite, voilà, il y a l'inventaire qui est possible à faire avec INPN Espèce, avec les élèves, donc pour participer à l'inventaire. Donc les élèves là se connectent vraiment au compte de la classe avec un identifiant et un mot de passe. Donc, ils participent à cet inventaire-là, ils font leurs observations via leur compte classe. Et ensuite, ce qu'on a mis en place également, c'est que au début, quand il y avait des enseignantes qui utilisaient l'application, les élèves envoyaient un peu tout et n'importe quoi. Il y avait pas forcément, il pouvait y avoir des espèces qui étaient vraiment domestiquées, des photos des copains. Enfin voilà, il y avait des observations qui rentraient pas vraiment dans le cadre de l'observation. Et ce qui était notamment demandé par les enseignants, c'est de pouvoir avoir un peu le contrôle sur les observations qui étaient envoyées par leurs élèves. Donc là, c'est ce qu'on a mis en place. Donc, c'est que les élèves transmettent leurs observations et avant d'atterrir directement sur des Terminops, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est que là, les observations vont être sélectionnées en amont sur le site de Vigile Nature École par les enseignants. Donc là, les enseignants peuvent vraiment sélectionner les observations qu'ils souhaitent transmettre aux experts et celles qu'ils souhaitent supprimer. Et ensuite, une fois que l'enseignant a sélectionné les observations qu'il souhaite transmettre, donc, les observations sont validées par les experts et donc les élèves peuvent avoir le retour à la fois sur l'application, sur le Viginature École et puis aussi sur Determinus. Voilà, donc là, c'est pour rentrer aussi un peu dans les détails, mais quand vous créez un compte classe sur Viginature École, vous pouvez en fait juste cocher une case pour créer un compte INPN espèce et il va y avoir un identifiant qui sera automatiquement généré et un mot de passe que vous aurez défini. Et ça sera vraiment le compte de la classe avec lequel les élèves peuvent se connecter. Et donc là, pareil pour la validation des observations, c'est aussi dans l'espace pour les enseignants. Donc, il y a un nouvel onglet qui s'appelle Validation, dans lequel justement vous pouvez transmettre les observations des élèves. Voilà, pour conclure un peu, donc il y a la plateforme Web Determinops, donc qui est plutôt la plateforme aussi dont je parlais tout à l'heure, qui est plutôt qui permet aussi de donner la documentation aussi aux personnes qui souhaitent participer. Donc, il y a un onglet scolaire qui est dédié vraiment dans ce programme, dans cette plateforme. Donc, il y a la démarche pour participer. Donc, un peu ce que je viens de vous expliquer assez brièvement, le volet plutôt technique, logistique de comment on fait pour participer. Et puis, c'est aussi là que vous pouvez retrouver toutes les activités pédagogiques et les autres ressources qui sont associées au programme, donc dans cet onglet-là.
pour faire un bilan aussi sur les observations, les participations qui sont faites en Bretagne. Donc pour l'instant, il y a assez peu finalement de participation. On voit qu'il y a 58 observations qui ont été partagées avec donc 2 établissements et puis 2 classes qui se sont inscrites, mais il y a quand même 57 communes pardon, inventoriées. Donc ça, c'est des chiffres du 18 juin, donc assez récemment. Mais on voit quand même que la carte est assez complétée. Ça, c'est la carte des départements avec l'envoi d'au moins une observation par scolaire quand c'est colorié en orange comme ça. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même 58 observations transmises. Et aussi, j'ai remis aussi cette petite figure-là issue du bilan 2023 d'INPN Espèces. Euh, donc là, on voit un peu la proportion aussi pour les scolaires, les observations des scolaires. Donc on voit qu'il y a une grande majorité des observations, ça va être plutôt les insectes et araignées qui seront observés. Après, les plantes, les mousses et fougères. Après, on voit les oiseaux aussi. Il y a pas mal d'observations, quasiment 10% enfin plus de 10% d'observations qui sont des oiseaux. Et après, tous les autres groupes sont un peu moins observés aussi du fait que ben, justement, il y ait moins euh, ce sont moins facilement observables aussi, notamment. C'est vrai que les plantes, les insectes, les araignées, c'est ce qu'on va fréquemment observer, c'est assez courant. Donc voilà, c'est pour ça aussi que les élèves transmettent plus d'observations. Voilà, je finis rapidement. Donc pour me contacter, je remets mon mail aussi. Le webinaire est enregistré, mais je vous transmettrai aussi sûrement ce diaporama-là. Donc vous avez mon mail pour m'écrire si vous avez toute question vraiment qui concerne INPN espèces. Moi, je suis aussi là bah, pour justement accompagner des projets, etc. Et puis pour pouvoir bah, guider au mieux en fonction de ce qu'on propose, etc. Et on a aussi une lettre d'information donc qui est vraiment dédiée au volet scolaire d'INPN Espèces. C'est une lettre d'information qui est trimestrielle, dans laquelle bah, souvent on fait des bilans, on partage les nouvelles propositions pédagogiques quand il y en a. Enfin voilà, c'est vraiment une newsletter un peu générale sur le volet scolaire d'INPN Espèces. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis ben, j'attends vos questions si vous en avez. Merci Victor, Merci beaucoup. super chouette. Ça donne plein de pistes de réflexion et plein d'envie, je trouve. Donc effectivement, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Victor, nous, on va mettre cet enregistrement sur notre chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube du REB que je vais vous envoyer tout de suite. Donc tout ce webinaire et même le temps de questions-réponses, ce sera dessus. Et puis dans la barre d'informations, on mettra les liens vers les différents sites évoqués par Victor. Et peut-être qu'on valorisera dans notre cyberlettre, donc dans notre newsletter, pareil ce webinaire. Donc on mettra le diaporama. S'il y a des personnes ici qui ne sont pas inscrites, qui ne reçoivent pas notre cyberlettre et qui veulent l'être, n'hésitez pas à me mettre votre mail dans le chat, comme ça je peux vous ajouter. Vous aurez les informations et sinon, bah, je vous laisse la parole si vous avez des questions. Je prends la parole de façon, enfin voilà, sans demander la permission. Oui, bonjour, moi j'avais une question, peut-être un peu plus technique, mais est-ce que l'application elle fonctionne hors ligne pour, voilà, envoyer les élèves avec des tablettes par exemple dans la nature qui n'ont pas forcément de connexion, et ensuite revenir et se connecter pour publier les observations? Est-ce que ça c'est possible? Ouais, 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 c'est possible. Bah, on essaye justement d'améliorer aussi ce modeling-là. On l'a fait on a sorti une nouvelle version, bah, en même temps que le volet scolaire. En début 2023, on a sorti une nouvelle version de l'application. Et justement, on a essayé de travailler sur ce mode hors ligne-là. Donc normalement, on peut prendre les observations, enfin prendre les photos via l'application, compléter les observations. Par contre, on ne pourra pas partager directement depuis le terrain s'il n'y a pas de connexion Internet. Il faudra forcément une connexion Internet pour pouvoir transmettre l'observation. Par contre, c'est possible de l'utiliser déjà, en fait, de pouvoir avoir, bah, de prendre en photo et puis de compléter en fait les différentes catégories là que j'ai énoncées, donc la date, le lieu, les différents groupes, etc. Mais par contre, il n'y aura juste pas la possibilité de l'envoyer. Mais les élèves, ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, on peut tout à fait enregistrer l'observation sans la partager. Donc, c'est-à-dire que vous êtes sur l'application, vous faites votre observation en mode hors ligne, vous enregistrez, l'observation sera enregistrée et puis vous pouvez naviguer après comme vous souhaitez sur l'observation. Et après, il est possible de revenir sur l'observation, donc dans les observations enregistrées, de revenir sur les différentes observations qui sont enregistrées et après de la partager quand il y a de la connexion Internet.
Et peut-être que je ne l'ai pas précisé aussi tout à l'heure, mais il y a la possibilité à la fois de prendre les photos directement depuis l'application, donc depuis vraiment l'interface de l'application, mais c'est aussi possible de prendre des photos de sa galerie. Donc les élèves peuvent aussi prendre les photos sur la tablette et ensuite, enfin uniquement faire vraiment l'aspect photo. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure pour le lien avec les aires éducatives, prendre vraiment les photos sur le terrain et après vraiment utiliser l'application en classe ou via de la connexion. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui. Gilles Leroc au département d'Ille-et-Vilaine, service patrimoine naturel. Donc moi je suis géomaticien, juste, du point de vue technique, j'ai une question sur le statut de la donnée en fait qui est remontée là, donc soit pour des élèves ou de manière générale par le grand public. Comment elle est considérée? Est-ce que c'est une donnée publique? Et deuxième question, je voulais savoir si ces données-là basculent dans les plateformes, alors il y a une plateforme nationale, de l'INPN, mais aussi, là on a une plateforme régionale Biodive Bretagne, est-ce que ces données-là ont vocation à être, mis à disposition, voilà, de tout public? Voilà, merci. Oui, 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 effectivement, toutes les données d'INPN-espèces sont publiques. C'est vraiment dès qu'une observation est faite, on fait des intégrations on essaye tous les 4 mois, 4-5 mois, des intégrations de la base d'INPN-espèces dans l'INPN. Donc ensuite, toutes les observations sont vraiment voilà, publiques. Il y avait des exports qui sont possibles aussi, qu'on peut faire. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, donc c'était sur... Pardon, j'ai oublié la deuxième partie de la question. Non, mais en fait, c'était, la première question, c'était le statut de la donnée, donc a priori, on considère Ouais, que toute personne qui saisit, finalement, c'est des données publiques, c'est ça? ouais, c'est ça. Oui, oui, toutes les Ouais, données ouais. après. Et la deuxième partie de question, c'était justement le versement des données dans la base nationale et peut-être par ricochet aussi les plateformes régionales puisqu'il y Ah a oui, aussi des pardon. Oui, donc après, normalement, toutes les données qui sont dans l'INPN sont censées redescendre après au niveau sur les plateformes régionales. d'accord, Donc effectivement, au même titre que des données qui sont faites par d'autres programmes, les données d'INPN Espèces sont censées aussi redescendre ouais, dans les bases régionales. OK, merci. Et sachant que c'est vrai que pareil, il y a des exports qui sont possibles aussi. Donc on peut faire via INPN Espèces si je sais pas, il y a une étude qui est faite, que ce soit d'un volet scolaire ou pas forcément. Nous, on peut faire aussi des exports de données via notre base et pour que vous puissiez aussi avoir les informations. Par contre, ce qu'on demande, si on fait des exports de données, c'est ensuite de, par contre, pas les remettre dans le système. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une base régionale, de ne pas la remettre dans la base régionale pour pas faire de doublons. Mais voilà, il y a aussi cette possibilité-là de faire des exports pour des études, des choses comme ça qui sont menées. Oui, je peux parler. Mais, je voulais savoir si vous m'entendez. Oui. Et je voulais savoir s'il y avait une mutualisation des données avec des sites spécifiques de sciences participatives. Je pense par exemple à ce que nous on fait avec adultes et avec l'AME sur Biolite. Donc Biolite Planète Mère, c'est le muséum aussi. Est-ce qu'il y a une mutualisation? Est-ce que ce qu'on découvre, vous pouvez les utiliser dans l'inventaire que vous faites? Oui, ouais, bah après toutes les observations. Bah après, peut-être que Pauline, qui est là, peut-être peut répondre un peu mieux à cette question que moi, mais effectivement, toutes les observations qui sont faites via différents programmes de sciences participatives, notamment portés par le muséum, après remontent dans les bases de données de l'inventaire. Donc après, il y a cette mutualisation là au niveau des données, où toutes les données de programmes de sciences participatives remontent dans l'INPN. Et après, par contre, il n'y a pas pour l'instant de mutualisation d'un point de vue plutôt pédagogique ou technique entre ces différents programmes-là. Nous, pour l'instant, côté INPN Espèce, la seule articulation, mutualisation qu'on a, c'est avec Vigie Nature École. Mais voilà, pour l'instant, on n'en a pas avec d'autres programmes. Ok, merci. Bonjour Pauline. Bonjour. Oui, je confirme, de toute façon, les données après des sciences participatives sont toujours en libre accès pour tout le monde. Donc voilà, c'est mutualisé de cette façon.
Il y a eu une question dans le chat, Victor. Ouais. Est-ce qu'il est possible de l'utiliser avec des groupes adultes de la même manière que pour les scolaires? Alors, c'est une bonne question. On n'y a pas trop réfléchi pour l'instant. Pour l'instant, c'est vrai que le volet scolaire, c'est vraiment uniquement, comment dire, pour les classes, c'est fait vraiment pour qu'il y ait un compte enseignant qui ensuite utilise ce compte-là. Un peu, c'est comme un méta-compte un peu qui va avoir plusieurs utilisateurs. Donc pour l'instant, c'est pas fait et c'est pas trop l'objectif du volet scolaire en tout cas. Euh, Après, ça dépend un peu ce qu'est le besoin derrière parce qu'après, il peut y avoir aussi, ça peut être plusieurs groupes d'adultes. Enfin, ça dépend un peu ouais, de l'objectif qu'il peut y avoir derrière. Si par exemple, c'est avoir les données de toutes les personnes qui sont adultes, qui ont créé la chose. Après, il y a possibilité aussi de partager un compte. Donc, normalement, c'est un compte, un utilisateur. Il y a certaines personnes, donc je sais pas, faudrait que aussi je valide ça avec mes collègues qui travaillent plutôt sur les données, mais donc normalement, c'est dans la logique un utilisateur, un compte. Après, je sais qu'il y a des personnes qui partagent aussi des comptes, donc à une ou deux personnes. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles aussi. Il n'y a pas de limitation en fait de connexion à des outils en fonction du compte. Alors, moi, bonjour, je travaille à la communauté de communes du Cap-Sizun. Et donc, j'ai pas trop de questions sur l'application parce que je l'utilise assez régulièrement à titre professionnel et personnel. Franchement, je trouve qu'elle est vraiment très pratique à utiliser sur le terrain pour pouvoir remonter des informations d'espèces, surtout quand c'est des taxons qui sont difficiles. Par exemple, tout ce qui est faune classique, oiseaux, reptiles, ça je le saisis pas via cette application, mais via d'autres applications où c'est un peu plus facile, il n'y a pas besoin de mettre de photos par exemple pour notification. Mais tout ce qui est par exemple champignons ou faune marine, je trouve que c'est vraiment bien le fait de pouvoir prendre en photo et d'avoir un retour après sur l'avis des experts, quoi, sur l'observation, quand bien même on pense que l'observation est correcte, d'avoir un contrôle en fait par la suite. Sinon, j'avais juste une question. C'est nous, par exemple, on se pose la question sur la possible exportation de données sur certains cortèges d'espèces. Par exemple, là, on travaille pas mal sur tout ce qui est espèces végétales exotiques envahissantes. Et on essaye de trouver des moyens pour un peu faire des sciences participatives autour de ça, enfin, faire remonter des observations. Et on se posait la question si, via l'application INPN Espèces, il y aurait pu avoir de la remontée d'informations et des exports par la suite. Parce que sinon, on essaye de développer un micro-outil en interne. Mm. Mais peut-être que via INPN Espèces, ça aurait pu être mobilisable, quoi. Ouais, bah oui, déjà merci pour le partage. C'est toujours chouette de voir des gens qui utilisent cet outil-là et que ça leur convient. Et oui, pour les espèces exotiques envahissantes, effectivement, il y a plusieurs possibilités. On peut faire à la fois, comme je le disais tout à l'heure, on peut faire des exports de données sur ce qui a déjà pu être fait, les observations INPN espèces qui ont déjà pu être faites sur ces espèces-là. Donc ça, nous, on peut faire un export. Comme je le disais tout à l'heure, tant que c'est pas reversé dans une base pour pas créer de doublons, on peut faire cet export-là. Et après, ça, c'est plutôt, moi, je dirais, les objectifs des quêtes, de créer une quête. En fait, la quête, c'est vraiment, ça peut être à la fois sur une espèce, on peut mettre, je sais pas, 40 espèces dans la quête. Ok, Euh, donc on peut vraiment lister le nombre d'espèces et puis on peut le faire sur à la fois, c'est comme je le disais tout à l'heure, sur une commune, deux, trois communes, sur un département ou sur l'ensemble des territoires français. Donc on n'est ok, pas trop limité dans ce cadre-là. Donc si vous voulez lancer une quête, c'est tout à fait possible de valider après les observations derrière. Souvent, nous, ok, ce qu'on demande aux porteurs de quête, c'est qu'on s'occupe de tout le... C'est un formulaire assez simple à remplir, mais on s'occupe un peu de toute la logistique, la mise en ligne sur l'application, etc. Ce qu'on demande souvent, c'est aux porteurs de quête de valider les données aussi au niveau espèce. Donc après, il y a aussi un renfort qui peut être fait si jamais il n'y a pas forcément la possibilité de valider toutes les observations, des experts qui valident déjà, qu'on peut peut-être inciter à valider aussi. On peut leur demander en tout cas de valider les observations de quête. Mais en tout cas, ouais, ce genre de problématique-là, ça rentre complètement dans le cadre des quêtes et de pouvoir lancer des quêtes sur ces communes-là, ouais. ok. Ouais, ça peut être une idée en effet. Parce que j'ai vu qu'il y avait en effet des quêtes assez localisées à Mm. une commune ou ce genre de choses sur une espèce. Donc ça pourrait être
ça pourrait être une technique, ouais. Ouais, bah, c'est vrai qu'en plus, il y a pas mal aussi les quêtes dans le cadre des ABC aussi, notamment, qui sont développées. Donc ça, c'est vrai que c'est les quêtes qui sont plutôt assez communales. Après, nous, on observe aussi pour les quêtes, c'est qu'il y a, souvent, il faut qu'il y ait un petit peu d'animation au niveau local ou qu'il y ait un peu de communication ou voilà, que les gens qui sont du moins dans la commune prennent un peu connaissance de la quête. Enfin voilà, c'est un peu ce qu'on a observé parce que c'est vrai que nous, on communique au niveau national, mais du coup, les gens ne voient pas forcément. Enfin, au niveau local, ça redescend pas vraiment forcément. Oui, Donc ça, clairement. quand il y a quand il y a une animation, ou du moins un peu de communication, c'est toujours un plus pour que la quête fonctionne bien, quoi. Ouais, ok. Et sinon, je voulais savoir, parce que ça doit être quand même, en termes de flux de données, ça doit être assez énorme. Quand je vois le nombre d'observations, au niveau des experts, vous arrivez à avoir suffisamment d'experts pour les différents groupes parce que parfois, je vois il y a l'air d'avoir des groupes où parfois on met la donnée, mais elle n'est pas forcément validée. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un doute sur l'identification ou si c'est juste qu'il y a tellement de données à traiter qu'ils ont du mal à suivre, quoi. Ce qui paraît normal, ce qui paraît très normal. Ouais, bah, c'est un peu un mélange de tout ça au final parce il y a déjà des groupes sur lesquels il y a peu d'experts. Il y a des groupes, notamment les diptères, enfin les mouches, il y a vraiment très peu d'experts en France. Donc là, et malheureusement, c'est un peu les premières observations souvent que les gens postent, bah, ça va être la mouche qui se balade, des choses comme ça. Donc là, il y a assez peu d'experts donc, en France de manière générale. Donc nous, on arrive peu à valider ces observations-là. Et après, effectivement, les gens qui ont une expertise souvent sur un groupe, ils sont pas mal sollicités. Nous, on reçoit énormément d'observations. Ils sont sollicités dans le cadre d'INPN Space, mais aussi dans d'autres programmes, dans d'autres cadres, etc. Donc, le temps aussi manque aux experts, justement, à ces personnes-là qui ont cette compétence-là de pouvoir valider. Donc, c'est aussi ce qui peut expliquer. Et bah, des observations, forcément, de groupes pour lesquels il y a des experts, mais juste ça prend un peu plus de temps parce qu'il n'y a pas forcément le temps. Mais ça recoupe aussi avec le fait de parfois, effectivement, il y a un doute sur une observation, les experts peuvent le voir. Et ça, nous, on aimerait aussi de notre côté mieux, enfin, fluidifier un peu plus, de dire, bah, là, pour l'instant, il n'y a pas forcément d'experts qui connaît cette espèce-là. Enfin, voilà, on réfléchit aussi à des solutions pour pas que ce soit frustrant aussi du côté des utilisateurs, de se dire, bon, bah, enfin, j'ai envoyé une donnée, mais personne m'a répondu. Mais en fait, peut-être que personne n'a répondu, mais peut-être que des gens l'ont vu et que ça pose un peu problème. Donc voilà, on essaye aussi de nous réfléchir à des solutions un peu plus techniques euh, Ouais, ok. pour répondre aussi à cette problématique-là. Ok. Et d'ailleurs, merci aussi d'avoir rajouté la fonctionnalité orthophoto sur l'application qu'il n'y avait pas avant. Et donc parfois, quand on voulait mettre le point vraiment précis, c'était un peu compliqué de se retrouver sur le plan. Et j'avais fait remonter l'info il y a quelques temps, et entre-temps, j'ai vu que ça a été intégré. Donc Mm. euh, franchement, c'est beaucoup plus pratique d'avoir l'orthophoto en plus pour saisir précisément les secteurs d'observation, quoi. Ouais, merci. Alors, il y a deux questions dans le chat. Ouais. Au-delà de Viginature, des liens sont-ils envisagés avec le programme Vigiflore? Même question pour les bases de données Erika du Conservatoire botanique national de Brest. Non, pour l'instant, il n'y a pas forcément de liens qui ont été établis avec d'autres programmes de sciences participatives. C'est vrai que là, on a lancé bah, notamment le volet scolaire là, en avril 2023. Donc, pour l'instant, enfin, c'est aussi nouveau. Là, ça fait une année, un peu plus d'une année scolaire. Donc, pour l'instant, on essaie de stabiliser un petit peu déjà les fonctionnalités qu'on a, etc. Donc, pour l'instant, non, il n'y a pas de liens qui sont envisagés avec ces programmes-là. Voilà, pas pour le moment en tout cas. Ouais. Mais par contre, après, si ça concerne les données aussi, c'est comme tout à l'heure, en tout cas, parce que les données remontent aussi, je pense, enfin, si c'est une question vraiment du point de vue données, euh, les données sont censées aussi remonter dans l'INPN, quoi. Il y a une deuxième question en dessous. Où peut-on se procurer les documents papier de présentation de la démarche pour les élèves? Alors ça, tout est sur donc notre plateforme web, là, le site web Determinops. Tout est sur Determinops, il y a un onglet scolaire. Et dedans, il y a plusieurs sortes de sous-onglets. Et il y a un onglet propositions pédagogiques. Et là, vous retrouvez vraiment toutes les ressources en lien avec les élèves. Je peux vous mettre le lien dans le... J'ai mis le lien général des Terminops. Ah, ok. Super, merci. Derrière. Et voilà, et là, il y a l'onglet scolaire et vous retrouvez tout.
toutes les ressources. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Victor? Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer. Ah si, il y a Enfin, Julie rebondit en disant, ce n'est pas tant pour les données, mais pour les contributions d'expertise. Chaque programme a son outil et cela nécessite de saisir à chaque fois les données sur un programme différent. Ah oui, je comprends. OK. Euh, Non, ouais, du coup, il n'y a pas de collaboration, enfin, il n'y a pas en tout cas de liens qui sont envisagés. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas saisir les mêmes observations à chaque fois dans des endroits, enfin au même endroit. C'est-à-dire que si vous faites une observation dans le cadre d'un programme, l'observation, elle doit juste rester dans le cadre de ce programme-là. Il ne faut pas démultiplier les observations sur les différents programmes. Par exemple, de se dire, bon, bah, je vais utiliser tel outil et je vais mettre mon observation de plante sur cet outil, celui-là et celui-là. Euh, Parce que du coup, ça crée des doublons dans les bases de données. Ce qu'il faut plutôt essayer de voir, c'est plutôt de se concentrer sur, enfin, pas de se concentrer, mais de se dire quel outil permet de répondre à la problématique, ou du moins quel outil me convient le mieux, et d'utiliser cet outil-là pour faire remonter ces données. Après, ça peut dépendre, effectivement, là, comme on a dit juste avant, en fonction des observations, des groupes taxonomiques, par exemple, on peut utiliser des outils différents. Mais en tout cas, voilà, enfin, c'est essentiel de pas transmettre une même donnée sur plusieurs outils, quoi. Ouais, alors merci beaucoup pour cette précision. Ça allait un peu, ça prolongeait la question que j'avais posée tout à l'heure. Et en fait, c'est ça, il faut surtout pas aller sur différents sites pour poser la même observation. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette présentation qui était, au début, j'ai dit c'est un marathon, c'est pas possible, ça va trop vite. Et puis, très complet et très clair et formidable. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. C'est vrai qu'en une heure, je me suis dit au début, peut-être que je Oui, voyais le oui, temps mais défiler, je me suis dit, non, mais je pense que c'est à la limite de l'impossible et ça a été fait. merci beaucoup. Et de toute façon, donc ce webinaire sera disponible donc sur la chaîne YouTube du REP si vous voulez le revoir plusieurs fois pour vous imprégner. Et puis voilà, tous les liens seront en barre d'informations. Et voilà, n'hésitez pas à aller sur bah, le site des Terminops, aller voir un peu sur Internet pour comprendre plus en détail. Et puis à contacter Victor aussi qui vous a. Peut-être, Victor, tu pourrais remettre ton mail éventuellement dans le Ouais, chat. Comme ça, voilà, peut-être les gens qui ont des questions plus précises peuvent te contacter directement, ça sera plus simple. Voilà. Et bah, voilà, s'il y a je vous ai remis pas un d'autres mail. questions. Super, merci. Voilà. Mais Euh, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. C'était un plaisir voilà, d'intervenir là. Et puis, ouais, n'hésitez vraiment pas à me contacter si vous avez des questions ou autres. Voilà. C'est aussi dans l'objectif et puis de faire évoluer un peu ce programme-là avec vos retours aussi. C'est aussi des choses qui sont importantes pour nous, pour faire évoluer ce programme-là. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous faire remonter, même des bugs ou des choses comme ça. Et voilà, n'hésitez pas vraiment. super. Et nous, n'hésitez pas à nous dire si vous utilisez l'application aussi. Ça nous intéresse de voir un peu l'effet que ça a. Ben, un grand merci d'avoir été présente. Une très bonne journée sous le soleil et à bientôt. On reste disponible voilà, pour des questions après. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir. Merci. Bonne Merci. journée à tous. Merci.